nous inscrivons dans cette volonté inébranlable du peuple à changer de fond en comble le régime et de construire une vraie république. La jeunesse algérienne, 70% de la population, est aujourd'hui mondialisée. Elle sait à tout moment ce qui se passe en Chine, au Canada, en Malaisie, à Tombouctou et ailleurs dans le monde. Elle a démontré une grande maturité politique. Conscientisée, responsable et compétente, c'est de son droit donc le plus absolu de vivre son époque et de décider de l'avenir de son pays. Une Algérie riche, mais rendue fragile, malade et étouffée et gangrénée par cette collusion et complicité entre les hauts dirigeants politiques et militaires qui tiennent encore à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, rien que pour assouvir leurs intérêts personnels. Pour débattre aujourd'hui, nous avons ici donc des médecins, des architectes, des journalistes, des avocats et étudiants que je présenterai donc au fur et à mesure du débat. Ensemble, nous allons donc essayer de débroussailler un petit peu tout cela. Et sans trop tarder, je commencerai par notre ami Dr Brahim Ben Youssef, qui est là à ma droite. Donc, Dr Brahim Ben Youssef, qui est président fondateur chez Observatoire Espace et Société, PhD en urbanisme et en sciences sociales et civilisations, Université de la Sorbonne, Paris 4 et Paris 3. Il possède à son actif donc plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement universitaire, recherche scientifique et expertise internationale. Il est l'auteur de plusieurs livres. Donc, docteur, bonjour. Je vois que vous êtes quand même un poids lourd sur le plan du savoir et de l'expérience professionnelle, l'expérience professionnelle, je disais. Donc, une grande perte pour l'Algérie et une valeur ajoutée certaine pour le Canada. Je vous parle de vous. Dites-nous en 2 minutes, nous sommes un peu plus de 80 000 Algériens ici au Canada nous avions quitté l'Algérie pour le Canada. Nous sommes pratiquement tous diplômés. Pourquoi avions-nous donc quitté l'Algérie pour venir faire les beaux jours de l'Amérique du Nord? Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, merci pour le Maghrébien de nous offrir cet espace pour exprimer notre solidarité avec notre peuple et notre soutien inconditionnel à ce mouvement qui ne fait que percer de plus en plus vers des horizons d'une Algérie libre et démocratique qui demeure l'ultime objectif de notre mouvement. Pour répondre à la question pourquoi sommes-nous là, je vais laisser parler les chiffres. Alors si je me fie aux statistiques du Québec, entre 1991 et 2011, le Québec a reçu pratiquement à peu près 30 000 immigrants d'origine algérienne. Il se trouve que, qui constitue d'ailleurs les 73%, la grande majorité, des Algériens résidant au Québec. Si maintenant je divise cette période en deux, ça veut dire examiner le nombre d'Algériens arrivés entre 1991 et 2000, soit durant la période de la violence terroriste, et la seconde période de 2000 à 2011, soit la période que je qualifie de désespoir. Alors, la première période, les gens qui sont arrivés pendant le terrorisme constituent à peu près les 23% des Algériens arrivés au Québec. Alors que les 73% restants, ce sont des Algériens qui sont arrivés entre 2000 et 2011 pour fuir le désespoir qui est la conséquence directe du régime corrompu que nous sommes en train de contester haut et fort. Merci. Je vais passer la parole à notre ami Nadia Zouaoui, puisque ça va dans le même sens. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi on a quitté l'Algérie? Donc Nadia Zouaoui, journaliste et réalisatrice de films ici au Canada. Vous êtes aussi un exemple de la réussite en Amérique du Nord. 2 questions en une pour vous. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit notre ami Brahim Ben Youssef, Dr Brahim Ben Youssef? Sinon, nous savons que vous avez beaucoup écrit, que vous avez réalisé pas mal de documentaires et de films.
Et pas plus loin que vendredi passé, ce vendredi-là, votre dernier film, Islam de mon enfance, a été projeté à la Cinémathèque de Montréal. Une phrase de ce film a retenu mon attention. Vous avez dit « L'islam est passé d'une grande civilisation avec son âge d'or et ses penseurs à de pseudo-imams misogynes, obsédés par la femme et les détails farfelus de la vie quotidienne. » Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est un film que j'ai fait qui est sorti juste avant le début de la Révolution. Le jour où il devait sortir en Algérie, c'était le jour de la Grande Marche. Donc, c'était très précurseur comme film. Donc, c'est un film d'analyse. C'est un film où je retourne en Algérie pour constater un pays qui a vécu la décennie noire, qui est la pire expérience du terrorisme islamiste, et comment on sort de ces expériences-là. Donc, je voulais, en fait, c'est un film que j'ai fait pour la télévision de Radio-Canada, mais je voulais faire aussi un long métrage qui se promènerait comme ça dans les cinémas, dans les maisons de la culture et tout. Ça s'adresse aux Algériens aussi. Ben c'est ça. En fait c'est un défi, hein, parce que quand on habite ici et qu'on fait des films, moi, mon film est financé par le Canada, donc il s'adresse à tout le monde. Donc, du coup, j'avais les doubles chapeaux de m'adresser aux gens de chez nous et aux gens d'ici. Pourriez-vous réaliser ce film si vous étiez en Algérie? Auriez-vous eu des financements Les financements, non. Non. Je crois que parce que c'est très... D'abord, moi, j'ai quitté très jeune, j'ai fait mes études ici, mais je connais des gens qui sont en Algérie qui ont énormément de difficultés à avoir des financements pour faire des films comme ça. Donc en Algérie, on réalise des films en fonction de... Soit on a des financements avec la France, un peu avec l'Algérie, mais c'est jamais... des films comme j'en fais, c'est des films quand même d'analyse, des films qui vont très loin dans la critique. La vie du monde de Nadia lors de la projection de votre film vendredi passé. Oui. Les 3 semaines où le film est passé, je dirais que ça a fait ça le comble, et c'est surtout des Québécois qui viennent voir le film parce qu'ils ont peur par rapport à tout ce qui se dit sur l'islam. Merci beaucoup. Oui. On donne le micro à Nassar. Nassar Bensfia, vous qui êtes activiste, là je vous vois tout le temps arranger un peu on voit le truc là s'il vous plaît. Voilà. On vous voit souvent dans les manifs ici à Montréal, toujours dans le même cadre, la fuite de cerveau. Dites-moi quelque chose de plus par rapport à ce qu'a dit le docteur Brahim Ben Youssef, ce qu'a dit Nadia Djouabi. Bon, salam alaikum. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Moi, je vais aller dans le même sens ce qu'il a dit. Je vais faire un peu le pouce ce qu'il a dit le docteur. Nous, la diaspora algérienne, moi, je fais partie de la deuxième catégorie que le docteur a citée. Donc, je suis arrivé en 2002. C'est une fuite, c'est un désespoir. Puis, moi, personnellement, je m'estime comme un dommage collatéral de ce système, de cette oligarchie. Nous, on était un peu chanceux parce qu'on a quitté dans le confort, on a pris des avions, alors qu'il y a des jeunes, qui voient que le désespoir, où est-ce qu'ils poussent les gens, quand un jeune de 20 ans te dise c'est le summum du désespoir. Donc c'est une immigration de désespoir, mais on est sorti de l'Algérie, mais l'Algérie n'a jamais sorti de nous. Donc on reste algérien, et il n'y a personne qui a le monopole du nationalisme ou de l'amour de sa patrie, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ton Algérie, qui disent wesh dakhalkom. Donc en fait, nous, prochainement nous allons retourner pour forcer l'oligarchie à prendre les... Oui, le truc à l'envers maintenant. Oui, on active, on aime notre pays à notre manière. Donc chacun, nous ici à Montréal, je parle de Montréal, c'est comment faire pour accompagner nos frères et sœurs en Algérie, comment les soutenir, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce mot soutien. Merci Nassar. J'aimerais entendre Yasmine Bouguelch, c'est vous. Yasmine Bouguelch, vous qui êtes jeune étudiante, je crois que vous avez étudié même dans les grandes écoles américaines, c'est ça? Et ici au Canada en ce moment. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter de votre expérience? Je veux juste parler du désespoir. Parce que, en fait, ce qui pousse les jeunes comme moi et d'autres à quitter, c'est le fait qu'on ne peut pas voler en Algérie.
Et le fait qu'on vienne ici, qu'on réussisse, ça prouve que le défaut, c'est pas nous, mais c'est un système qui nous freine et qui nous permet pas de s'exprimer, d'évoluer, de montrer notre créativité. Donc c'est une apathie envers un changement positif, mais là je parle d'avant le 22, mais c'est pratiquement ça, un désespoir et une apathie envers tout changement positif de ce pays. Ok, merci. Passer le micro à notre ami Monsieur Faked Abdelnour. Je crois que nous allons passer au deuxième volet de notre débat. Abdelnour, donc Faked Abdelnour, dites-nous en 2 minutes, quelle est votre évaluation de cette belle révolution pacifique algérienne, son évolution, l'unité des Algériens, les slogans, دولة مدنية ماشي عسكرية بلاد بلادنا ونديرو راينا جيش الشعب خوا خوا et autres défis réalisés depuis le 22 février à ce jour. Hier, il semblerait, je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous le confirmer, il semblerait qu'on a annulé les élections du 4 juillet en plus. C'est aussi une victoire, je ne sais pas si c'est officialisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous une petite évaluation de cette révolution pacifique. Zoul, bonjour, salam alaikum pour tout le peuple algérien. On remercie le Maghrébien de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer à partir du Canada sur la situation qui prévaut dans notre pays actuellement. Nous sommes de tout cœur avec notre pays et c'est pour cela que nous sommes réunis ici à s'écouter et puis j'espère qu'on va nous écouter aussi. Pour revenir à ta question, mon ami Hassan, je dirais que d'abord les gens parlent du 22 février, mais on oublie que le mouvement a commencé le 16 février, c'est à Kharata, la grande manifestation de Kharata suivie de celle de Khan. Donc, nous allons reprendre, poursuivez Abdelnour Faked. Donc je dis, ce qui s'est passé à Khanchila, c'était le premier obstacle, c'est la première étape qui a dit que le peuple algérien ne va pas s'arrêter, parce que ce jour-là, on a fait tomber le portrait de l'ex-président. Et c'est la première fois que ça se passe en Algérie. Donc, vous m'avez parlé des acquis de cette révolution du sourire, comme on l'appelle, on aime à l'appeler. Moi je dirais, il n'y a que des succès. Pour les gens qui sont pessimistes, moi je dis que tous les jours on gagne des choses. D'abord il y a l'émergence d'une élite, donc on n'a plus à recycler notre personnel politique, il y a une élite qui est en train d'émerger, on les voit tous les jours. Il suffit que juste la chance soit donnée pour qu'on ait une nouvelle génération de gouverneurs, de gens qui vont prendre en charge. Quels sont les acquis selon vous? Les acquis, d'abord la chute du président Boutef.
la mise en prison. Imaginez, il y a quelques mois de ça, on parlait de Toufik, c'était le dieu de l'Algérie, Al-Bdzel, comme on dit. Maintenant, il est dans le cadre du président qu'on a baissé. Oui, ça je l'ai dit à Khanchila. Et puis il y a aussi l'arrestation de plusieurs personnes qui sont influentes au sein du régime, au sein du pouvoir. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit jugé par une justice libre, une justice... Le peuple a même poussé à la guerre des clans aussi. Oui, mais nous on est spectateurs, dans ce sens ça ne nous dérange pas qu'ils sont entre eux là. Et puis donc il y a cet acquis-là. Et puis il y a l'arrêt aussi de l'annulation des élections prochaines. Je pense que tu m'avais dit, est-ce qu'ils ont annulé? Moi je pense qu'ils sont annulés de fait. Il n'y a pas de candidat. Et puis de toute façon, il n'y a aucun candidat qui puisse faire une campagne électorale. Il y aura pas, on n'est pas sûr de pouvoir organiser ces élections parce que le 4 juillet, le peuple algérien peut sortir dehors pour dire waouh, vous allez où là? Et finalement, même s'ils n'ont pas annoncé l'annulation de ces élections, ils sont annulés de fait. Merci Atna. Je passe la parole à notre ami Naïma Chalan. Vous qui êtes présente à toutes les manifs, une activiste de premier rang, comment nous rassurez-vous que la révolution pacifique se poursuivra de plus belle et surtout pour les étudiants, les avocats, il y a la présence féminine aussi, qui sont visibles aujourd'hui en Algérie. Comment allez-vous nous rassurer, le peuple algérien qu'il y a la continuité, que nous irons jusqu'au bout? Salam alaikum, Sahar Mdankoum. Merci le Maghrébia de nous avoir invités et de nous permettre d'exprimer nos opinions et puis d'exposer nos idées. Comme vous le dites, oui, je suis toujours présente pendant les manifs et puis comme vous dites, nous on garde toujours l'espoir. Ça fait longtemps qu'on est là et puis on n'a eu jamais l'occasion de se rencontrer comme ça et puis s'exprimer et puis donc cette révolution de sourire nous a permis de dégager le... Nous sommes là un support aussi pour le peuple algérien. Je ne vais pas dire juste un support, mais on est le cœur de... On est le cœur? Oui. Qu'on est le cœur? Oui, bien sûr. C'est un grand poids. Je poser la même question à Karima Aïmas. Vous qui êtes universitaire géologue, comment la diaspora pourra-t-elle être utile au peuple algérien dans cette révolution pacifique? Pratiquement la même question. On a entendu parler de certaines actions ça et là. On a parlé même de l'ASF Canada, Suisse, Belgique, France. Expliquez-nous tout ça, Karima. Eh bien, c'est très simple. Tous les membres de la communauté algérienne à l'étranger sont sortis pour une raison ou une autre. Comme disait Nasser, c'est des dommages collatéraux du pouvoir. Donc, pendant des années, les membres de la communauté algérienne à l'étranger se sont terrés et ont essayé de se reconstruire. Avec la baisse ou la tombée du bâillon du 22 février, on se rend compte qu'il y a des activités un peu... Oui, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs membres de la communauté algérienne à l'étranger qui activent chacun de son côté. Alors, l'initiative est venue de dire unissons nos voix. Unissons nos voix pour aller dans la même direction, pour montrer au pouvoir un peu un message pour lui dire regarde, tous ces cerveaux-là, tu les as laissés partir, eh bien ces cerveaux-là vont se réunir pour te dégager de là et rebâtir l'Algérie. Donc effectivement, ce regroupement, l'ASF, c'est Algériens sans frontières. On a donné ce nom-là qui est très symbolique pour dire qu'il n'y a pas de frontières entre tous les Algériens partout dans le monde. Et il est constitué de petits groupes qui sont donc en France, à Paris, en Belgique, à Genève, on a des gens à Londres, il y a des gens à San Francisco, il y a des gens à Dallas, il y a des gens ici au Canada, on a des gens à Ottawa, Montréal, Sherbrooke, on a des gens de Québec qui vont nous rejoindre bientôt. Donc l'idée derrière ça, c'est que ces groupes-là qui activent dans les pays respectifs où ils sont ou dans les villes respectives où ils sont, quand ils font une action, qu'elle soit démultipliée par la force de l'union. Donc le mot secret dans ça, c'est l'union. Inciter un
peu les dirigeants des pays occidentaux à bloquer les avoirs Pas vraiment, pas juste ça, pas juste ça. Donc une des actions, c'est effectivement ça, mais toutes les actions que chaque Algérien fait, si je prends l'exemple de Montréal, si on fait une action à Montréal, que son effet soit exponentiel de par la quantité et le nombre d'Algériens qui soient dans le monde. Donc c'est l'effet de choc et l'effet d'intensité qu'on veut faire. Et oui, en effet, une des actions qu'on a entreprises et qui a été entreprise que ce soit en Suisse ou ici au Canada, c'est d'essayer d'aller récupérer les richesses de l'Algérie qui ont été dilapidées et volées. On le sait, tout le monde sait qu'il y a de l'argent qui est sorti depuis le 22 février. À la limite, on ne regarde même pas avant, parce qu'on sait qu'il y a eu saigné. qui a acheté un château ici. Ça, on parle d'avant, c'est ça, vous parlez d'avant, exactement. Donc dans ce cas-là, dans le cas de Montréal, on a lancé une pétition qui est dirigée ou destinée au Premier ministre Justin Trudeau, et dans laquelle on lui dit de respecter les accords internationaux que le Canada a ratifiés en termes de lutte contre la corruption et les transferts illégaux de fonds. Et ensuite, on lui dit aussi d'actionner les mécanismes juridiques légaux pour bloquer ces avoirs, bloquer cet argent dans les différentes institutions financières. Merci, je crois qu'on a compris. On passe le micro à notre ami Mohamed Belhadj. Donc Mohamed Belhadj, vous qui êtes médecin, 90 jours sont passés depuis le verdict et la décision du peuple le 22 février. Pourtant, plus de 200 millions, je dis bien plus de 200 millions de citoyens cumulent des marcheurs durant les 14 vendredis, ont sillonné les rues des villes et villages algériens, tous unis, unanimes, Aïssa Ba et régime dégagé, non aux élections du 4 juillet, Dawla Madaniya Machi Askaria, Jazair Bladna Undiru Raina. Pourtant, les articles 7 et les articles 8 sont actionnés par le peuple. Donc pourquoi alors le pouvoir, je parle du pouvoir, cette collision entre cette dictature militaire et politique, donc la collision des dirigeants militaires et politiques, pourquoi refuse-t-il de céder et de se plier aux revendications du peuple jusqu'à l'heure où l'on se parle? En 2 minutes, Mohamed. Oui, en fait, merci. Moi, c'est-à-dire rapidement, je vous remercie d'abord de nous donner cette occasion pour justement passer notre voix et passer nos messages, et puis un salut à tous les Algériens partout dans le monde. Moi, j'ai dit tout simplement qu'en tant que médecin, vous savez, le médecin, il s'intéresse beaucoup plus au pronostic diagnostic. Donc, le pronostic, moi je dirais, il est très bon de l'Algérie. Ça veut dire l'accouchement est difficile, mais la maman et le bébé vont se porter très très bien. Je suis très optimiste. Donc il faut savoir une chose, que la corruption ne date pas depuis le 22 ou depuis ceci ou cela, depuis 1962, que le peuple algérien, c'est un peuple qui n'est pas libre depuis 1962, parce que pour moi d'ailleurs, je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé les manifestations, qu'il ne s'agit pas d'un mouvement d'Ahira comme ils disent en Algérie, mais il s'agit d'une révolution, et bien évidemment la révolution du sourire. Pourquoi le sourire? Parce que pour moi le sourire est plus violent que la violence, et par conséquent j'insiste là-dessus, parce que effectivement certains spécialistes vous disent qu'il ne faut pas l'appeler révolution, parce que lorsqu'il y a révolution il y a caractère violent, et moi je dis notre sourire, notre sagesse, notre sérénité, notre calme est plus violent que la violence. Ceci étant dit, bien sûr qu'effectivement le peuple algérien souffre depuis 1962, comme il a dit quelqu'un, je ne cite pas son nom pour ne pas dire que je fais partie d'un parti politique. On a libéré un pays pour avoir ce beau drapeau que j'ai ici d'ailleurs, mais on n'a pas libéré un peuple. Nous aujourd'hui nous essayons de libérer un peuple. Vous savez, Boudiaf, lorsqu'il est arrivé, il a prononcé le mot la mafia politico-financière, et Zelouane, lorsqu'il est arrivé après, c'était un ex-président qui a dit ou les traîtres et les mercenaires. Peut-être eux, ils ne sont pas arrivés effectivement à les délocaliser, à les déboulonner, à les déraciner en Algérie. Nous sommes la génération où nous essaierons, peut-être, pourquoi pas, et je suis convaincu que nous essaierons effectivement d'assainir l'Algérie de cette mafia. Parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre l'Algérie. Nous ne sommes pas ici, disons, contre l'armée ou contre la guerre, ou plutôt en guerre contre notre pays. Mais nous sommes ici parce que nous sommes profondément algériens. Nous tenons énormément à notre unité dans la diversité. Ça, c'est très important, l'unité dans la diversité, et nous ne sommes pas les Hizb français, nous ne sommes pas manipulés par le KGB, nous ne sommes pas manipulés par Israël, nous sommes manipulés par personne. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce drapeau, pour dire à tous mes ça, c'est très important, que ce n'est pas l'Ied el-Khalijia. Nous sommes ici tout simplement parce que nous sommes des Algériens, nous aimons l'Algérie, nous aimons énormément ce pays, et c'est ce qui nous a fait rassembler ici. On ne se connaît pas, mais votre plateau nous a permis effectivement de se rassembler, et ça c'est extraordinaire. Et c'est un message non seulement aux Algériens, mais aussi dans le monde entier. Maintenant, bien sûr, rapidement, c'est-à-dire pour ce qui concerne, moi je dirais tout
tout simplement, ces gens-là, ils doivent céder le pouvoir, mais d'une manière très intelligente, d'une manière très pacifique. On n'est pas contre X ou Y, il n'y a que la justice, et la justice juste, qui peut dire qui a volé ou qui n'a pas volé, parce que oui, c'est vrai, il peut y avoir des gens honnêtes dans ce système, mais il n'y a que la justice. C'est la raison pour laquelle nous luttons pour qu'il y ait une justice juste. Et cette justice, malheureusement juste, elle tarde à venir en Algérie. Bien évidemment, il faut que vous entendiez ce qu'il dit le peuple. Vous ne pouvez pas faire de l'Algérie une pièce théâtrale. L'Algérie, c'est pas une pièce théâtrale. Et à la fin, je vous remercie beaucoup. Pour la toujours dans le même cadre, la même question. Pourquoi Gaïd Salah a fait la sourde oreille là, avec tout ce qui se passe avec les millions de marcheurs aujourd'hui? Pourquoi lui qui vénère la Constitution alors qu'il est dans sa côté de la Constitution, alors qu'il a bousillé cette Constitution, jusqu'où ira-t-il ce Gaïd Salah? Gaïd Salah, il faut quand même le dire, c'est le chef de l'état-major. Mais quand on touche à Gaïd Salah en tant que personne, mais pas, on parle de Gaïd Salah en tant que personne, on ne parle pas de l'armée. L'armée doit être toujours à l'abri de toutes les dissidences qui peuvent surgir, parce que notre armée est une armée du peuple, qui est issue du peuple. Je ne peux pas me donner la prétention de pouvoir répondre à ta question qui est très profonde. Non, je veux dire, pourquoi il méprise le peuple? Non, il me semble pas que... Non, il agit de façon calculée. Aujourd'hui, Gaïd Salah est en train de surfer, c'est-à-dire de naviguer sur le tsunami qui a été déclenché le 22 février. On va parler de cette date, mais la contestation existe depuis des années, même des décennies. Je ne veux pas refaire l'histoire, je veux m'arrêter à Gaïd Salah. Gaïd Salah actuellement c'est une instrumentalisation de ce mouvement populaire pacifique, la révolution du sourire, pour en fait régler des comptes. Ce n'est pas ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est d'abord, nous l'avons obtenu, le départ de Bouteflika, pour lequel nous, en tout cas je parle de la diaspora, les anciens, ça fait depuis plusieurs années. Nous avons battu le pavé depuis pratiquement les années, même le jour où Bouteflika était venu à Montréal, c'est-à-dire dans les années 2000. On a recommencé en 2012, on a recommencé en 2014 et on a continué donc avec certaines actions qu'on fait à travers des personnes, des citoyens. Ici, moi je ne représente pas la diaspora, je n'ai pas cette prétention. Je ne représente que moi-même. D'accord, en tant qu'Algérien. Pourquoi en tant qu'Algérien? Parce que l'Algérie c'est ma patrie, nous n'avons qu'une seule mère, nous n'avons qu'une seule patrie. Donc nous sommes peut-être des expatriés, nous ne sommes pas des émigrés au sens classique du terme, nous sommes des expatriés. Et donc moi ce que j'ai toujours demandé à Gaïd Salah, c'est de respecter ses engagements. Il a pris des engagements officiels qui ont été publiés sur un magazine qui s'appelle Chab, un magazine qui est lu quand même en Algérie, où il se déclare comme étant la personne ou l'autorité qui va aider toutes les revendications du peuple. C'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. Mais on ne veut pas qu'il se fasse usage du mouvement, du hirak, pour son affaire personnelle. Merci Mourad, on va essayer, on va donner la parole à notre ami Lamine Assoul, toujours pour la même question. Expliquez-nous un petit peu cette réticence de Gaïd Salah, cette unité militaire, et faites-vous une corrélation avec Jaish, avec l'institution militaire de Gaïd Salah. Qu'est-ce qu'ils attendent là, après 3 mois, des millions d'Algériens dehors? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut commencer par dire que Gaïd Salah ne représente pas l'armée. Gaïd Salah représente une certaine classe d'officiers supérieurs de l'armée algérienne, plus toute la nomenclature des politiques avec qui il a travaillé depuis l'avènement de Bouteflika. Donc, cette personne-là, il ne faut pas oublier que juste avec l'arrivée de Bouteflika, il était déjà sur la liste des militaires qui devaient partir en retraite. Sauf que Bouteflika avait besoin d'hommes, il l'a récupéré et il l'a fait monter en grade de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne le chef d'état-major. Cette personne-là, c'est un jour réveillé, un certain 22 février, comme tous les autres, et ils ont vu que le peuple ne voulait plus de ces gens-là, ne voulait plus de cette politique-là, ne voulait plus de toutes les personnes qui ont plus ou moins
participé à un quelconque gouvernement depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Monsieur, merci Lamine. J'aimerais passer la parole à notre ami Aziz Fares. Donc Aziz Fares est connu, c'est l'ancien animateur, journaliste à la chaîne 3 en Algérie. Nous l'estimons bien, on a vécu de bons moments à l'écouter en Algérie. Et il est aussi aujourd'hui, on me donne un livre là, ici animateur, journaliste ici au Canada. Aziz, selon vous, dans ce vent de panique qui nous oriente vers le vide constitutionnel et ce débat pour une période courte de transition, elle peut être longue, elle peut être moyenne, elle peut être plus, pour la construction d'une vraie et grande république. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? On est là aujourd'hui. Bon, vide constitutionnel, c'est replacer tout ce qui se passe dans une structure. Or, depuis l'indépendance de l'Algérie, il n'y a pas de constitution réelle, respectée. Elle a toujours été traînée dans la boue, elle a toujours été bafouée, elle a été suspendue pendant toute la période boumedienne. Donc, revenir à des valeurs constitutionnelles, c'est une illusion. C'est l'armée qui décide depuis 1962. C'est une évidence. Je ne révèle rien. Je ne donne pas de scoop, mais c'est ainsi. Le pouvoir est structuré de façon à se transmettre d'une manière très particulière. Et je voudrais justement préciser un point par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que le pouvoir, il est pris déjà. Il est pris depuis longtemps. Ça ne dépend pas des hommes. Bouteflika est resté 20 ans. Chadli est resté 14 ou 15 ans. Boumedienne pareil, etc. Et dès que le système, justement, quand on dit système, c'est une logique, c'est l'armée. Dès que ce système se sent en danger, il réagit. Dans le meilleur des cas, il dit « va-t'en ». On l'a vu avec Chadli, on l'a vu avec Zerwell. Dans d'autres cas, on l'a vu avec Boudiaf, ce qui s'est passé. Je vais revenir peut-être à ce qui fait la force de cette révolution et qui, à la fois, garantit son succès. Je vais juste rajouter sur le plan, en plus de ce cette révolution ne cesse de concrétiser comme succès et de confirmer d'un vendredi et d'un dimanche à l'autre son succès. Je ne vais pas énumérer ce qui a été déjà dit, mais sur le plan psychologique, c'est quelque chose de profond, c'est une mutation très profonde. La première, c'est l'affranchissement du désespoir. On vient de battre, à jamais, je l'espère, le désespoir. La deuxième, la peur. On n'a plus peur de parler, alors que tous les régimes qui se sont succédés, encore plus le dernier, ont régné avec la terreur, en faisant peur au peuple. Et là, on vient de s'affranchir aussi de cette peur. La troisième, c'est que on vient aussi d'apprendre que nous sommes frères et sœurs et que nous sommes des amis et qu'on est capable de se parler. La quatrième, c'est qu'on s'est affranchi du complexe de l'incapacité, au point où il y avait un mot très populaire chez nos jeunes, Meddirwelou. Là, je pense que Meddirwelou, elle est battue et à jamais. Pourquoi? Parce que on vient de se convaincre d'abord et de convaincre le monde que nous sommes capables. Capables de quoi? Capables de changer notre sort et ce qu'il y a de plus dur et de plus défiant. La deuxième caractéristique qui fait la force de cette révolution, c'est qu'elle se nourrit d'une force qui se régénère d'un vendredi, d'un dimanche à l'autre. Si on se rappelle, la première, tout à fait première marche, il y avait beaucoup de sceptiques, il y avait beaucoup de scepticisme, il y avait beaucoup de crainte, et à raison d'ailleurs. Mais c'est la sortie dans la paix, dans la joie, dans le sourire et dans le calme, et avec des slogans très neutres qui s'articulent autour de l'Algérie, du changement et du dégagement du régime.
Alors, à chaque fois, les gens voient, et donc ça a évolué de milliers à des centaines de milliers à des millions, et ça ne cesse de le faire. Et à chaque vendredi, les gens essayent de tester encore la capacité de cette révolution à aller de l'avant, et elle est là pour confirmer son succès. Et c'est très important de voir que sa force réside en elle. Elle se régénère d'un moment à l'autre. Maintenant, si je me permets de faire un petit constat de ce qui se passe, je dirais que oui, le Hirak est en très bonne santé. Et à chaque fois, il réalise. Et puis, le discours de l'institution militaire qui reste juste le levier de l'État et avec qui on veut pas, on doit composer, elle affiche quand même une certaine volonté, au fur et à mesure, une certaine volonté d'accompagner le peuple, de répondre également à ses revendications. Cependant, il y a comme une démarche un petit peu latente, ce qui fait que à chaque fois, comme si, c'est ma lecture optimiste, comme si l'institution militaire à chaque fois attend que le peuple fasse un coup fort, fasse une demande forte pour qu'elle passe à l'acte, pour qu'elle confirme. Et je pense que ça s'est déroulé tout le long du processus de cette façon. Chaque fois, il y avait une certaine réticence en apparence, mais qui vite, grâce à la pertinence du message, grâce à la détermination du peuple, l'institution finit par, comme si elle voulait avoir une couverture de la légitimité populaire. Donc, en apparence, c'est vrai qu'on est un petit peu coincé actuellement entre deux positions. La position de l'armée qui n'avance pas au-delà de l'activation de l'article 62 et des élections qui butent droit au mur pour le 4. Mais le peuple, surtout à la 14e sortie, marche, il a reconfirmé avec une seule voix, une voix lucide, une voix claire, son but ultime qui est le changement. Maintenant, je pense qu'à l'heure où on est arrivé, je pense qu'on doit, les uns et les autres, doivent manifester un peu plus de pragmatisme, un peu plus d'ouverture et de passer du stade de la revendication au stade de la solution. Exact. À cet égard, j'ai énuméré à peu près pas moins d'une dizaine de propositions qui se propagent, qui font surface. Elles sont très intéressantes. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas médiatisées, mais elles sont toutes intéressantes. Il va falloir peut-être que l'on se penche à l'étude, à l'examen de ces propositions, et puis à réfléchir sur les risques, les avantages et les inconvénients des unes et des autres, et voir aussi se préparer en mode solution. Et je suis certain que cette révolution finit par finaliser son but, sauf que je voudrais également revenir sur un concept. Il va falloir aussi, dans le dégagisme, dans le changement, il va falloir peut-être distinguer entre deux temps. Il y a un premier temps où on a besoin d'un changement immédiat et rapide, urgent, pour préparer des élections propres. Un deuxième temps qui sera plus à long terme, profond, durable, et qui va se faire, espérons-le, sous des institutions stables et sous un président légitime. Alors là, ça sera vraiment l'ouverture des grands chantiers de réforme de l'État. Merci docteur. J'aimerais écouter l'avis de Nadia Zouaoui. Non, je crois que c'est une très belle révolution, le fait d'avoir compris que la violence n'est pas la solution, ne va nous emmener nulle part. Le fait de rester là et c'est comme un jeu d'échecs. On ne veut pas juste jouer, on veut arriver à faire tomber on arrivera, oui, bien sûr on arrivera. J'aimerais bien dire que ici à Montréal, chaque vendredi, il y a beaucoup d'entre nous qui ne dorment pas. Parce que les premiers temps, il y avait de la chaleur, la harara, les gens sortaient. Puis les vendredis à venir, on remarquait, on avait peur que les gens vont céder. Et ici, on ne dormait pas, c'est-à-dire on était toujours crispés, inquiets par rapport à ce que les gens ils vont continuer en Algérie ou pas. Et on nous a prouvé que ça a continué quand même pendant 14 semaines. Ça veut dire qu'on est dans le Hirak, ou dans le mouvement, plus de 3 mois.
c'est quand même une grande étape. Ce que je dirais que ce peuple a montré que par son unité et par le dialogue, il a réussi à continuer la pression. Je dirais que on est en face à un système expérimenté et chevronné. C'est des gens qui nous contrôlent depuis 1962. Ils n'ont pas épuisé de leur technique pour nous séparer et pour étouffer ce système. Alors, l'unité et le dialogue, ouvrons les pistes de débat et parlons-en sur tout ce qui nous réunit et nos différences. Cela ne permettra jamais aux intrus de nous séparer. Bon, je voulais juste, non, parce que vous aviez posé une question, disons, quelles sont les armes du peuple face aux forces du système? Et bien moi je voulais juste ajouter, juste ce que vient de dire la compatriote ici, c'est l'unité justement qui aujourd'hui, qui est différente de ce que nous avions vécu dans les expériences de 90 ou de 88, où il y a eu justement des divisions dans le peuple qui ont été instrumentalisées par le système et qui ont fait en sorte que l'expérience n'aboutisse pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. On est dans un peuple dans un pays qui est tout à fait comme rassemblé. Donc, et un peuple uni. La grande arme du peuple, c'est son unité. Exactement, c'est son unité et son pacifisme. Parce que la révolution pacifiste, c'est aujourd'hui. On est en train de la faire. Donc nous, ici au Canada ou en France, ou tout ça, on est un soutien. Merci, parce madame. que les Algériens sont très forts en ce moment. Merci, la jeunesse algérienne. Madame Zouira, c'est une écrivaine que je dis, c'est une écrivaine. Par hasard, je suis venue par hasard. J'aimerais une question, deux questions du public. Quelqu'un veut poser une question à monsieur Aziz Fares. Je vous le donne. Monsieur, posez une question. Une question sincère, monsieur Aziz Fares. Parfait. Donc, ma question aujourd'hui, la question qui est... Bon, ma question, les leaders du mouvement, est-ce qu'ils pensent actuellement, est-ce qu'ils ont une stratégie, parce que le temps actuellement, il ne joue pas à notre faveur. Parce que ce pouvoir mafieux qui a ces labos qui ont déjà de l'expérience, peut-être ils nous préparent quelque chose à l'avenir. Un jour, ils vont peut-être geler les salaires des gens et tout. Donc, j'ai pas fini ma question. Donc, est-ce que les leaders, en parlant de Bouchachi, de Tabou, est-ce qu'ils ont une stratégie de sortie de crise? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il y a d'autres actions à entamer à l'avenir? Moi, j'aimerais bien savoir qui sont ces leaders. D'abord, c'est un mouvement qu'on voit depuis plusieurs mois, qui est spontané, apparemment en tout cas, qui est réel, qui est sincère, qui est vrai, un mouvement révolutionnaire. Alors, est-ce qu'il faut faire appel à une figure ou à une autre? De toute façon, actuellement, tout le monde dit système dégage, on veut personne. Qui va prendre la relève? L'armée, pas l'armée, la société civile? Il faut qu'elle existe, cette société civile aussi. On appelle à une rupture. En réalité, ce n'est pas une rupture qu'il faut, c'est des ruptures, une série de ruptures. Rupture sur le plan de la gestion, sur le plan économique, rupture sur le plan social, sur le plan des mentalités. Et tout ça